Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo sous le soleil et la chaleur, mais ça vaut le coup de faire le déplacement. Nous sommes à Fontenoy-le-Château, devant les ruines de l'ancien édifice qui est en train d'être réhabilité, du moins la tour, par l'association Les Amis du Vieux Fontenoy. On va en parler tout de suite. Nous sommes justement devant le donjon à Fontenoy-le-Château. Je suis accompagnée de Xavier Duru. Bonjour. Bonjour Madame Gall. Alors vous êtes président de l'association Les Amis du Vieux Fontenoy. Oui. C'est une association qui a presque 50 ans. Presque 50 ans, ouais. Oui, qui est née en 1978 avec l'envie de dégager et de mettre en valeur les vestiges complètement cachés par la végétation et la broussaille du château de Fontenoy. Parce que qu'on se rende compte un petit peu, alors c'était vos prédécesseurs j'imagine à l'époque, ou c'était... Il y avait on était encore jeunes à l'époque, je faisais partie. Mais vous étiez là en tous les cas. J'étais là, oui. Alors ça ressemblait à quoi quand vous l'avez... Ici, ouais, quand vous avez investi les lieux. C'est-à-dire que vous aviez des arbres, vous aviez des ronces, vous aviez des buissons, on ne voyait pas les murailles qui étaient recouvertes de lierre, on voyait à peine cette tour dépasser du paysage. Ouais. Voilà, donc le gros du travail, ça a été le plus rapide et le plus gratifiant et le plus visuel, hein, j'allais dire, ça a été de tout dégager. Donc ça a pris 1 ou 2 automnes. Et ensuite, il y a eu des travaux de maçonnerie et de confortation des murs à réaliser. On a fait pendant plusieurs années des chantiers sous l'égide de l'Union Rempart, qu'on a arrêté parce qu'on n'avait plus les locaux adaptés pour l'accueil des bénévoles. Des bénévoles, parce que je rappelle que c'est donc des chantiers, un peu à l'image de ce qui se passe à Châtel-sur-Moselle, qui durent des semaines, voilà. Et puis en échange, on donne le gîte et le... Si vous voulez, ils ont une autre structure et d'accueil et de gens qui peuvent gérer. Bien sûr, on ne peut pas comparer, bien sûr. Alors là, ça fait 13 ans, en tous les cas, que vous travaillez à finalement redonner vie à cette tour, en fait, c'est ça. À cette tour maîtresse, ce donjon, qui était en grand danger de disparition parce que cet ouvrage est vendu comme bien national à 2 entrepreneurs de maçonnerie qui vont récupérer des pierres de taille. Donc on va arracher ce parement, c'est-à-dire la peau extérieure de la tour, mettant à nu toutes les maçonneries intérieures qu'on appelle le blocage ou la fourrure, qui sont un mélange de pierres de toute taille et de mortier de chaux. Et à partir de là, la végétation fait son œuvre, les gels hivernaux font aussi leur œuvre destructrice. Et tous les ans, on a quelques mètres cubes de maçonnerie qui s'effondrent. Et au pied de cette tour, on a évacué à peu près 4 à 5 mètres de hauteur de gravats, de déblais, depuis la période de la déconstruction de cet ouvrage, donc qui démarre au 19e en fait, cette déconstruction. On reviendra sur l'histoire en deuxième partie d'émission, mais là pour bien comprendre ce que vous faites ici, donc l'idée c'est qu'en fait vous reconstruisez cette tour, ça fait 13 ans, donc ça monte petit à petit, là c'est déjà pas mal, il y a à peu près combien de mètres? On est à peu près 8 mètres de haut. Voilà. Et la quantité en mise en œuvre, parce que moi j'aime bien les chiffres, c'est environ 500 tonnes de matériaux qui sont passés par les mains des bénévoles. Alors donc, ça, on appelle ça des petites mains, mais c'est vraiment sans eux, on ne fait rien. Qu'on puisse comprendre un petit peu ce que vous faites, finalement, c'est beaucoup de travaux de maçonnerie. Oui. Vous récupérez des pierres qui sont issues des ruines, mais pas que, vous allez en chercher également ailleurs. On est en recherche perpétuelle de pierres dans des ouvrages de déconstruction, que ce soit des soubassements, de petites usines, de ponts. Donc c'est parfois 3 ou 4 pierres, c'est parfois des camions entiers. Et ça, on les fait revenir. On a des entreprises qui nous aident, qu'on appelle nos mécènes, qui nous aident soit financièrement, soit par le prêt de matériel. Avec une entreprise, pour la citer, c'est l'entreprise Pignat de Desvillers, qui nous met à disposition un camion grue avec lequel on fait des voyages quand on va chercher à 5 ou 10 kilomètres des pierres. Tous les ans, tous les cas, vous avez le gros œuvre, c'est pas vous qui le faites quand même, mine de rien, il faut, il faut du matériel. Il y a 2 séries d'ouvrages. C'est la mise en œuvre de ces gros modules de pierre qu'on ne peut pas manier avec. Il faut du matériel, lourd, de levage. Sûr, donc, ça, on a fait le choix de faire intervenir une entreprise. Et nous, derrière, on fait toute la maçonnerie pour réaliser le cœur de l'ouvrage, j'allais dire. Vous parliez un petit peu des accompagnements que vous avez financiers. Vous avez quand même la Com d'Aglo qui vous soutient, par exemple. Nos accompagnements financiers, c'est la commune qui nous aide quand même pas mal. Nos mécènes,
parce que c'est des entreprises qu'on va voir et qui nous aident. Donc, on a quand même quelques dizaines d'entreprises qui nous aident. Et on a eu une aide considérable de la Com d'Aglo, parce que M. Heinrich, le président de la Com d'Aglo, trouvait que ce qu'on faisait était intéressant, ponctuellement, mais aussi pour l'ensemble de la Com d'Aglo, puisqu'on est l'entrée de la Com d'Aglo, finalement. Oui, bien sûr, oui. Et on peut parler de chiffres. Oui, allez-y. Voilà, donc la Com d'Aglo, par le biais de M. Heinrich, nous a attribué une aide de 125 000 €. Ce qui est quand même considérable. Ça nous a boosté. Oui, tout bien à fait. sûr. Alors, juste un dernier mot de l'association avant de lancer un premier reportage d'archives. Combien vous êtes de bénévoles alors ? Alors, dans l'association, il y a eu environ 50 à 60 personnes qui payent une cotisation et disons une quinzaine de bénévoles qui sont assez fous pour travailler en plein soleil, pour faire du mortier, du béton de chaux, lever des cailloux, nettoyer les pierres. Parce que je précise que c'est limité, tous les samedis d'automne, du printemps au milieu de l'automne à peu près. Dès qu'on a cette intervention, si vous voulez, ça se passe, la maçonnerie, ça se passe en 2 temps. L'entreprise qui nous monte 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, ça dépend de nos richesses annuelles. Et derrière ces rangs-là, nous, on fait ce fameux blocage. Il y a un mur de parement devant, un mur de parement derrière, et vous mettez ce qu'il y a au milieu. Voilà, un mur à une certaine épaisseur, donc il y a une peau extérieure qu'on appelle le parement extérieur, une peau intérieure, parement intérieur. Entre les deux, un espace qu'on comble avec des pierres de toutes dimensions qu'on noie dans un mortier de chaux. Et c'est ça que vous faites, vous ? Et c'est ce qu'on fait. C'est des pierres moins lourdes, plus petites, qui comblent en fait, parce que voilà. Oui. C'est pas moins lourd d'aller dire ça aux... Non, j'irai pas leur dire. Je vais pas les froisser. Merci Xavier Dury d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans un instant. Oui. Et je vous propose d'aller du côté de Châtel-sur-Moselle, qui a aussi une histoire très riche. Bien sûr, c'est nos cousins. Et voilà, tout à fait. Une histoire qu'on peut retrouver dans des ouvrages qui ont été publiés récemment. Je vous propose de regarder ce reportage et on se retrouve juste après. Que sait-on de la vie quotidienne des habitants du Moyen-Âge à la forteresse de Châtel-sur-Moselle ? Le site n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, mais les différentes campagnes de fouilles archéologiques, dont la dernière date des années 90, ont permis de découvrir des céramiques, notamment des marmites, pichets ou autres saladiers, et donc d'en apprendre davantage. Tout un tas d'informations que relatent Cédric Moulis, Gérard Giuliato et Anne-Lise Dabry dans 2 livres dédiés à leur recherche pendant de longues années sur cette forteresse. C'est un site extrêmement complexe. J'ai mis beaucoup de temps, je le reconnais, à comprendre un peu son articulation avec les parties 13e siècle, puis les transformations au 15e siècle. Ce qui m'a plu dans la démarche, c'était d'essayer de rendre compréhensible à des lecteurs extérieurs cet enchevêtrement de construction. Cette céramique, elle est assez intéressante puisque même si on n'a pas grand-chose entre le XIIIe et le XVe siècle, ça permet d'avoir une approche quand même de ces gens du Moyen-Âge qui travaillaient dans ce château fort, voir un petit peu quelles étaient leur alimentation. Et puis, on a quand même plus d'informations pour les périodes des XVIe et du XVIIe siècle, avant la guerre de 30 ans. Donc, les quelques décennies avant que le château soit détruit, on a des céramiques qui sont complètes. Les ouvrages étaient présentés il y a quelques jours à la mairie de Châtel-sur-Moselle à une trentaine de curieux. 2 livres indissociables à la vente relatent donc la vie quotidienne, mais aussi l'architecture et l'histoire du site. 2 grandes familles, les comtes de Vaudémont tout d'abord, qui fondent le château en 1070, qui le reconstruisent vers 1230, vers 1430-1440. Les seigneurs qui ont hérité de ce château, qui sont les sires de Neufchâtel, Bourgogne, ont complètement rhabillé l'ancien château du XIIIe siècle avec une enceinte fortifiée qui était à la pointe de l'architecture militaire de l'époque. Une enceinte fortifiée perfectionnée qui lui a permis de résister à tous les assauts venant des Lorrains jusqu'en 1670, année à partir de laquelle elle sera démantelée. Plus de 350 ans plus tard, le site, classé aux monuments historiques, n'est pas laissé dans l'oubli. La communauté d'agglomération d'Épinal a engagé de nombreux travaux pour valoriser ce patrimoine. Dernièrement, l'ancienne résidence des Capucins a été déconstruite, mais ce n'est pas tout. Il y a des travaux très importants qui ont lieu dans les galeries pour les mettre hors d'eau, aménager la visite et enfin pour pouvoir éclairer convenablement les galeries. Coût de ces travaux, un peu plus de 2 millions d'euros. La forteresse de Châtel-sur-Moselle accueille chaque année un peu plus de 10 000 visiteurs.
Je retrouve tout de suite Xavier Duru, qu'on avait vu à l'instant. Je rappelle que vous êtes président de l'association Les Amis du Vieux Fontenoy. On l'a vu là dans ce reportage d'archives, par le biais de ces livres, on connaît un petit peu mieux l'histoire de la forteresse de Châtel. Ici aussi, l'histoire est riche. Ça date de quand cet ouvrage ? Vous avez un petit peu creusé la question, il me semble. Alors, cet ouvrage date de la fin du Xe siècle. Ça, on le sait grâce à 2 datations carbone 14 qu'on a obtenues à l'initiative de Cédric Moulis, qui était doctorant étudiant à Nancy 2 à l'époque. Et les résultats de ces analyses, c'est une date de construction autour de 980. Et ce qui en fait, si je ne dis pas de bêtises, le plus vieux donjon de Lorraine, en tout cas connu à l'heure actuelle. Voilà, le plus vieux donjon connu à l'heure actuelle et un des plus anciens. Même du Grand Est, je crois. Du Grand Est, oui. Ah oui, donc c'est pas rien. C'était une place forte ici. À quoi ça servait ? C'était quoi le rôle de ce château en fait ? Eh bien, tout simplement de contrôler et de verrouiller cette vallée du Connet, qui est le premier gros affluent de la Saône, et un axe naturel nord-sud de passage qui remonte directement vers Épinal, vers la vallée de la Moselle, et également situé sur une frontière, donc une frontière assez floue, entre ce qui allait devenir vraiment la Lorraine et ce qui était la Franche-Comté et la Bourgogne. C'était à l'époque 2 territoires un peu ennemis, faut quand même dire ce qui est. Peut-être pas forcément copains. Oui. Et du coup, alors c'était qui au tout début qui était installé ici ? Parce qu'il me semble qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont succédés ici. Oui, beaucoup, comme beaucoup de sites. Au fil des siècles, les possessions changent de main. Donc on commence l'édification de cette tour, c'est les évêques de Toul, donc à la fin du Xe siècle. On va passer ensuite à une branche cadette de Lorraine, puis à des Champenois, puis à des Bourguignons, avec la célèbre famille des Neuchâtel. C'est en cela, au XVe, qu'on est des cousins de Châtel-sur-Moselle, pour, après la défaite des Bourguignons et la mort de Charles le Téméraire sous les murs de Nancy, on va retomber définitivement dans le giron lorrain jusqu'à la Révolution. Ce qui est intéressant, je me permets de vous couper, ce qui est intéressant de préciser, c'est que ça ne s'est pas fait par le siège, par la guerre, ces passations Lorraine, Bourgogne, c'était par des mariages, c'est ça ? Oui, alors ça c'est très extraordinaire, c'est que ces changements de famille se font toujours par le biais de mariage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une place commerçante. Forcément, on est sur cet axe de passage, on est sur une frontière. Donc, il est intéressant de conserver cette place parce que financièrement, c'est très intéressant. Bien sûr, c'est quand même plus intelligent, stratégique bien sûr, et plus intelligent que de pendre haut et court tout le monde et tout reconstruire. Donc, c'est tout bénéfice de se marier avec un fils ou une famille d'ici. Alors, au vu des fondations qu'on a retrouvées, justement, quand vous avez investi le site il y a 50 ans, vous avez pu imaginer un petit peu à quoi ça ressemblait. Alors, on le voit sur la pancarte là, que vous avez érigée. Oui. C'était toute une petite cité, en fait, qui ressemblait à ça. Alors, ça, c'est uniquement le site du château. Donc, le noyau originel, c'est cette tour, ce donjon, cette tour maîtresse. Et au fur et à mesure des années et des possesseurs, on va faire une première enceinte pour entourer ce château, puis une seconde. Donc tout ce site est établi en terrasse, et ce site caractéristique donc, qui domine une vallée située sur un éperon, c'est ce qu'on appelle les sites en éperon barré, ce qui est extrêmement courant et traditionnel, où on est naturellement protégé sur les côtés qui donnent sur les vallées par des pentes naturelles qui sont toujours très faciles à contrôler, d'abord parce qu'on est en hauteur. Peu de châteaux sont établis à part Gombervaux, qui est établi au fond d'une vallée, mais sinon un site à hauteur, c'est déjà le contrôle, et c'est aussi être vu. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un ouvrage comme ça, c'est certes un ouvrage de défense, bien entendu, un ouvrage d'habitation, mais également un ouvrage de prestige. Et de dissuasion peut-être pour les ennemis. Dissuasion, bien sûr. Oui, c'est la dissuasion du Xe siècle. Qu'on se rende compte un petit peu, là, on n'a qu'un tiers de la hauteur environ de la tour, qui était censée faire quoi, 25 mètres environ à peu près 25 mètres de haut. Il y a des dimensions de 14 mètres par 16, donc un gros ouvrage pour cette époque, avec quelque chose de très extraordinaire pour cette époque-là. C'est la qualité de son parement, en grand appareil, donc des grands modules de pierre. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on était capable de payer des tailleurs de pierre, des appareilleurs et des maçons de qualité,
parce que contrairement à une idée répandue, les gens qui étaient les techniciens du bâtiment ont toujours monnayé cher leurs prestations. C'est une légende que de dire les paysans du coin. Non, le paysan du coin, on pouvait sans doute le réquisitionner pour les charrois, pour transporter la chaux, les pierres, mais pour mettre tout en œuvre, non, c'était des gens hautement compétents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que, bon, vous l'avez dit, hein, quand vous êtes arrivé il y a 50 ans, l'association, tout était en ruine. À quel moment, finalement, ce château est tombé un petit peu en désuétude, je vais dire? C'est pas tout à fait le cas, mais vous voyez... Si, tout à fait. C'est des états de ruine successifs. Le premier assaut, c'est la guerre de 30 ans, donc début du XVIIe, où là, cette place forte est attaquée dans les années entre 1630 et 1640. Toutes les places fortes lorraines, enfin, ou tout au moins du secteur, sont détruites. Châtillon-sur-Saône, les gens sont pendus haut et court. À Fontenoy-le-Château, la ville est complètement incendiée. Il ne reste que quelques bâtiments. Mais le château n'est pas complètement détruit. Telle enseigne que sur un plan de 1768, on trouve encore cette tour-là, plus une grosse tour ronde qui est immédiatement en amont, appelée tour subsistante. Le drame final, c'est la vente de la période révolutionnaire, où là, il y a 2 entrepreneurs en maçonnerie qui vont acheter ces tours subsistantes tout simplement pour récupérer les matériaux. Pour se servir des pierres, bien sûr. Voilà. Et ça coûte moins cher d'arracher ce parement en pierre de taille que d'aller payer des tailleurs dans une carrière. Oui, forcément. Et on a cure à cette époque. La notion de patrimoine, ça viendra quelques temps plus tard, quoi. Très bien, merci Xavier Duruy de nous avoir éclairé sur cet édifice. Une toute petite chose aussi que je voudrais préciser, c'est que sans l'opiniâtreté des bénévoles, on n'arriverait pas à grand-chose. Il faut les remercier. Voilà. Merci à vous, merci à eux du coup. Merci. On fait une seconde pause dans cette émission. On va parler des illustres personnages justement qui sont issus de Fontenoy-le-Château, parmi lesquels Julie Victoire d'Aubier, dont on va parler dans un instant avec votre épouse. Oui. Et on fait tout de suite une seconde pause et donc on va parler du Gros Raymond. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc c'est un personnage. On y va. Là, ça montait. Quand j'ai fait les photos, moi je suis parti après. De toute façon, j'ai fermé la porte. Quelques images des dernières inondations qui ont touché début octobre le centre de Fontenoy-le-Château, provoquant d'ailleurs d'importants dégâts, notamment ici, dans ce lieu d'art et de rencontre baptisé Le Balcon, et dont l'association gestionnaire a sauvé ce qui pouvait l'être. Son président, qui loin de se laisser abattre, imagine déjà l'avenir, 2025, avec la création d'un événement autour du 90e anniversaire de la disparition, le 4 juillet 1935, de ce jurassien d'origine qui vécut jusqu'à la fin de sa vie ici, Arsène Raymond, plus connu dans le village sous le sobriquet du Gros Raymond. Il n'y avait pas à l'époque le Guinness, des records, mais il s'est autoproclamé l'homme plus gros monde. Car avec ses 315 kilos, celui que l'on appelait encore le colosse jurassien était un étonnant personnage. Après avoir été garçon de café, marchand de vin ou vendeur de chaussures, il deviendra ce qu'il était encore convenu d'appeler à l'époque un phénomène de foire, exhibant volontairement sa corpulence contre rémunération. Et c'est bien cela qui est à l'origine du projet qui sera mené par ces 2 artistes. Vanina habite à Fontenoy-le-Château, elle y a son atelier, elle réalise ses petites scénettes et c'est la singularité de l'homme qui l'a marqué. C'est-à-dire qu'il a réussi à incarner une force d'image, d'être. Voilà. Donc là, on est dans une autre étape et je pense qu'il ne subit pas sa différence physique, mais il la cultive, il la nourrit, il en fait quelque chose. Marion, elle est factrice de masques, de ceux qui en disent quelquefois plus long que ceux qu'ils ne cachent. Le masque permet à la fois de devenir autre et aussi rempli de paradoxes. À la fois il cache, mais en même temps il révèle. Il peut révéler une personne, la personnalité d'une personne une fois que cette personne est masquée. Et c'est ce que je vais devoir faire, donc recréer la personnalité de cet homme. Par le biais de ce masque-là, mais aussi j'aimerais que ce masque que je vais réaliser soit aussi une sorte de, pas d'archétype comme on peut trouver dans les masques de Commedia dell'arte, mais l'idée c'est pas de travailler sur le handicap, mais sur la différence. Petit détour à présent du côté de cette fresque à demi effacée, portrait de personnages qui ont marqué l'histoire du village. Près de la première bachelière de France, Julie Victoire d'Aubier, figure Arsène Raymond entouré de 2 autres phénomènes de foire, les nains d'Arceau, 2 frères de petite taille, René, 1,10 m et Roger, 97 cm.
toujours sur les traces d'Arsène, direction cette fois l'église Saint-Mansuy où il s'est marié. Mais il n'y a pas de souvenir de son passage parmi les multiples noms gravés des familles qui fréquentaient l'édifice religieux. Arsène Rémond était enterré et on raconte qu'il était tellement lourd qu'ils ont monté le cercueil avec des rouleaux. Le corps d'Arsène Rémond sera ensuite déplacé de quelques mètres pour reposer ici aux côtés de son épouse et de ses enfants. C'était un personnage bien moins connu que la femme à barbe de Thaon-les-Vosges, Clémentine Delay, et il n'en subsiste que peu de choses. Il y a des choses sur Wikipédia, 3-4 articles, un peu de choses, mais personne n'a fait des recherches sur Arsène Rémond. Il faut savoir qu'il y a des descendants. Apparemment, il y aurait, je ne sais pas si c'est 2 petits-neveux ou 2 petits-fils qui seraient sur Metz. Donc je vais les retrouver aussi. Le président de l'association Le Balcon est également sur la piste d'un objet un peu spécial. Il avait 2 tabourets. Il avait un tabouret pour, on va dire, son fessier et puis le tabouret du ventre. Et ce tabouret apparemment est sur Fontenoy. Donc normalement, je devrais le récupérer pour le 4 juillet en exposition avec le reste des documents qu'on aura trouvés. Et d'ici là, l'association lance un appel pour recueillir autant d'éléments que possible sur la vie du Gros Rémond. On l'a vu, Monsieur Rémond était donc originaire de Fontenoy-le-Château et on va parler dans un instant de Julie-Victoire Daubié qui fait partie de votre lointaine famille. Véronique André Durue, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'association également des Amis du Vieux-Fontenoy, hein, c'est d'ailleurs votre mari le président. On reparlera du coup de Julie-Victoire Daubié dans un instant. J'aimerais d'abord parler avec vous un petit peu de ce qui se situe derrière nous pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Nous étions du côté vraiment de l'ancien château. Et là, c'est donc les fortifications de la cité, c'est ça? Voilà, nous sommes à l'emplacement des remparts de la ville, dont on voit encore quelques vestiges sur les murs derrière vous, par exemple. Et la tour des Lombards qui est là, qui est le dernier vestige vraiment extraordinaire des fortifications. Et que l'association a également... Tout au début de l'association, oui, il y a 40 ans. Ah ben, il faut le dire, c'est important quand même. On était jeunes à l'époque, et donc même plus de 40 ans. Et bientôt le demi-siècle, et on a refait les poutres et dégagé cette tour. Alors, elle servait à quoi? C'était aussi pour monter la garde quelque part Alors, on pense que dans cette tour, il y a la salle de garde, parce qu'il y a une salle au premier étage qui a une énorme cheminée qui devait servir pour chauffer les soldats quand ils faisaient leur ronde sur les remparts. Et donc là, derrière nous, c'était la grosse maison, c'était un moulin. Alors, c'était peut-être plus tard, ça. Hein, Alors, dès le début, je pense, des fortifications de la ville, il y a eu un moulin qui s'est servi de la force de l'eau de la rivière du Connet. Puis ça a été une usine où on a fait du métal. Puis ça s'est terminé en usine de couverts au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et après, ça a été terminé. Et parmi les histoires qui vous passionnent, il y a celle de Julie-Victoire Daubié. Vous faites partie de ses descendants, en tout cas de la famille. Pourquoi son parcours vous passionne? Alors rappelez-nous peut-être avant cela, pourquoi elle était connue? Alors Julie-Victoire Daubié est surtout connue pour avoir été la première femme à se présenter aux épreuves du baccalauréat à Lyon en 1861. Oui, donc il faut se dire qu'à cette période-là, c'était réservé aux hommes et en plus à une élite, hein, j'imagine. C'était pas tout le monde qui passait son bac. Aucune loi n'interdisait aux filles de le passer, mais il n'y avait aucune formation scolaire en latin, en grec, entre autres, pour permettre aux filles de passer le baccalauréat. C'est les prémices du féminisme, en fait, hein, qu'elle a porté Julie-Victoire Daubié. Elle s'est dit, je vais y aller, il n'y a pas de raison qu'il y ait que les moi, je dis toujours, c'est une ouvreuse de porte. Elle a ouvert les portes. Et donc c'est une figure emblématique ici à Fontenoy-le-Château. Elle a vécu ici. Alors elle n'est pas née ici. Elle est née à Bains, à la manufacture de Bains. Et elle a grandi ici puisqu'elle a perdu son père qui était directeur de la manufacture quand elle avait 19 mois. Donc Madame Daubié est revenue s'installer ici avec ses enfants les plus jeunes dans le village de la famille. Voilà. Et donc, vous avez encore vous-même une maison accolée, en fait, une maison de famille accolée. En fait, finalement, c'était une grande famille, Fontenoy-le-Château, à l'époque. Enfin, on retrouve des ancêtres communs assez facilement. Oui, assez facilement, comme dans toutes les généalogies. Par catégorie sociale, on retrouve vraiment des mélanges de familles, oui. Alors pour faire le lien avec le donjon qu'on a vu tout à l'heure, c'était le grand-père de Julie-Victoire Daubié qui avait racheté à l'époque, suite à la Révolution, le château et qui finalement a permis qu'il soit exploité par des sociétés qui sont venues le démanteler. Il l'a même, je pense, acheté dans cet esprit-là, Siméon Florentin. Il l'a racheté pour vendre les pierres.
Et ça a duré, l'utilisation de ces pierres a duré longtemps, puisqu'il y a eu un procès assez extraordinaire au 19e siècle. Quand on a refait le clocher de l'église de Fontenoy, on avait donné aux ouvriers une carrière pour extraire de la pierre. Mais très vite, ils ont compris que c'était beaucoup plus facile d'aller les chercher sur le parement. Donc ça a donné lieu à un procès. Voilà. C'était une autre époque. Il faut se dire qu'on n'avait pas conscience du patrimoine en fait. Hein. Ça, c'est venu bien après. Absolument, oui. Oui. Et du coup, vous travaillez à reconstruire cette tour que votre lointain ancêtre a déconstruit, hein, quelque part. Il n'est pas tout seul, mais bon. Voilà. Oui, on ne va pas l'accabler complètement non plus. Merci Véronique d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. On regarde les infos de la semaine. À l'école de Bouxières, on apprend des nouvelles choses. Mardi dernier, les enfants de l'école de Bouxières à Taon-les-Vosges ont participé à leur façon, lecture de poèmes et réalisation de dessins, à la réception des travaux qui ont vu dans leur établissement la création de 2 nouvelles salles. Les abords de l'école ont aussi été végétalisés pour limiter les ruissellements et les inondations en cas d'intempéries. Sur le toit, 131 panneaux photovoltaïques ont été posés pour viser l'autonomie énergétique. Via une convention entre la commune et Enedis, le surplus d'électricité sera redistribué vers 11 autres sites municipaux. Coût des travaux, 700 000 €, un budget allégé par les aides obtenues, dont celle de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, à hauteur de 90 000 €. Une cinquantaine de personnes en situation de précarité aura bénéficié d'un examen préventif ophtalmologique grâce à une première, un partenariat entre le Lions Club et les Restos du Cœur d'Épinal. Le club a financé pour 160 000 € un bus de la vue qui sillonne le Grand Est et faisait étape mardi au village des solutions de l'AFPA de Golbet avec le concours d'un ophtalmologue en retraite qui effectue bénévolement des vacations. Le dépistage débutait par un contrôle de l'acuité visuelle, puis la vérification de tension dans l'œil, la prévention de glaucome ou de DMLA. En cas de problème, les personnes étaient renvoyées pour une consultation vers un spécialiste. Ils se sont éclatés, mais dans le bon sens du terme, sur cette piste de pump track inaugurée il y a une semaine sur le site du rue du quartier Saint-Laurent à Épinal. Un circuit en boucle composé de bosses et de virages relevés qui permettent aux cyclistes de gagner en vitesse en pompant avec les bras et les jambes sans pédaler. Un circuit de 200 mètres et 4 niveaux de difficulté réalisé dans le cadre du budget participatif 2023-2024 de la ville. D'une piste à l'autre, tout à côté était inaugurée également et dans la foulée une plateforme pédagogique Savoir rouler à vélo, ayant pour objectif de permettre aux enfants en 2 roues d'être autonomes avant leur entrée au collège et de sensibiliser à des modes de déplacement décarbonés dès le plus jeune âge. Toutes les écoles primaires spinaliennes en profiteront. L'orgue de Barbarie n'aura cessé de jouer dimanche dernier dans les parcs de la Rotonde à l'occasion de la nouvelle édition de la Fête des Parcs à Taon-les-Vosges. Sous une chaleur presque caniculaire, environ 800 personnes se sont réunies tout au long de la journée pour partager un moment de convivialité et célébrer le début de l'été. Au programme, pique-nique en famille ou entre amis, jeux en bois et structures gonflables, balades sur le canal des Vosges ou encore tournois de pétanque. Bref, il y en avait pour tous les goûts. Bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge, sans un petit repos. Et voilà, cette émission est terminée. Vous l'avez compris, Fontenoy-le-Château est une commune très riche de son histoire, de son patrimoine. Venez faire un tour, ça vaut le coup. La semaine prochaine, on se retrouve pour la dernière émission de la saison. À très bientôt.